Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena, votre nouvelle émission de sport sur 20 minutes TV. On est ensemble pour une petite heure pour débattre de toute l'actu sportive du moment, pour en rigoler aussi. Vous allez voir, on va faire ça à notre sauce. Pour m'accompagner aujourd'hui, la fine fleur du service des sports de 20 minutes, ceux que vous pouvez lire tous les jours sur 20minutes.fr, ceux qui vous font marrer avec leur live, mais si vous les avez aimés à l'écrit, vous allez les adorer à l'écran. Je vous présente, par ordre d'apparition, William Pereira. Salut tout le monde, salut Nico. Notre CR7 à nous. C'est là que je dois enlever mon t-shirt et montrer mes abdos. Les buts et les trophées en moins, mais l'humilité en plus. Et comme vous pouvez le constater. C'est important. Julien, ensuite, salut Julien, le grand chef. Voilà, c'est notamment l'explication pour les lunettes de soleil. Alors pas du tout, figurez-vous que j'étais à Séville ce week-end comme tout à chacun. Je me baladais avec mon petit t-shirt des Iguales bleu clair. Et là, Rudiger m'a pris pour un arbitre, le drame. Voilà, coup de poing et au beurre noir. Voilà, d'où les lunettes. Mais promis, je vous regarde. Antoine. Bonjour tout le monde. Notre supporter bordelais, voilà. qui a décidé en dépression depuis 6 ans. Noyer son chagrin dans le travail. Et heureusement pour nous, du coup, ça nous sert. Il ne s'habille qu'en noir. Exactement. Tant que Gérard Lopez sera encore là. Soyez bienvenus, en tout cas, messieurs, bienvenue tout le monde pour cette grande première. On espère que ça va vous plaire. Juste une petite précision pour de sombres histoires d'horaire d'enregistrement. On ne parlera pas de la demi-finale aller du PSG contre Arsenal, mais pas de panique, on a énormément de choses à vous proposer et d'ailleurs, on va s'y mettre sans plus attendre, c'est parti. Pour se mettre dans l'ambiance, on va commencer par un petit jeu, histoire de. Vous n'êtes pas sans savoir que se déroule en ce moment la Kings League en France, l'édition française, c'est la première. Elle a commencé début avril et elle se terminera là le week-end prochain, le dimanche. Voilà. La Kings League, ça vous dit quelque chose? Inventée par Gérard Piquet. C'est petit succès quand même, mine de rien. En France, on voit quand même des gars comme Samir Nasri, Jérémy Ménez, Adil Rami, Mike Maignan, Jules Koundé. Le seul truc que j'aime bien, c'est le terrain, l'identité visuelle du terrain. Je trouve qu'ils ont fait un bon truc. Voilà, pour le reste, c'est du cinéma, quoi. Moi, j'ai préféré le film Kingsman. Ok, vous êtes contre le progrès en fait. C'est un peu ça. Contre Gérard Piquet. C'est un peu ça l'idée. Plutôt contre Gérard Piquet. Est-ce que vous avez essayé de regarder un petit peu ou pas déjà? Dieu m'en garde. Auquel cas, je ne sais pas si vous, à votre écran, ça vous est arrivé, mais en tout cas, vous avez sûrement remarqué, si c'est le cas, qu'il y avait certaines règles un peu cheloues. C'était pas toujours compréhensible. Et bien justement, c'est avec ça qu'on va jouer. Je vous propose un quiz. Cette règle existe-t-elle? Ou alors pas du tout, je l'ai totalement inventé. Oh là là. Est-ce qu'on a le droit de prendre les Évidemment, j'ai prévu des petits cartons pour vous. Alors de chacun, ne vous battez pas, il y en a pour tout le monde. Il a fait un petit... Je les montre d'abord. Jamais de la vie, donc ça veut dire évidemment, ça n'existe pas. Et bien sûr qu'elle existe. Allez, on fait tourner. Et voilà, de chacun. Superbe. Hop. De chacun. Travailler à la chaîne. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. qu'on est prêt. Regardez-les. Alors, première question. On peut mettre 2 gardiens dans son but pendant 1 minute. J'ai envie d'y Moi, croire. j'ai envie d'y croire. Mais non. Et non, ce n'est pas de point pour William. Oh. Effectivement, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas Évidemment. mettre 2 gardiens dans son but. Évidemment. Mais t'as pas lu le règlement? Excuse-moi. On enchaîne, parce que c'est ça qui fait le sel du truc. Ouais, on aussi qu'on peut n'a pas le droit de enlever le gardien adverse pendant 1 minute. Oui, ça, oui. Eh ben, j'ai envie de dire non, moi. Et bah toujours, c'est oui pour Antoine et Julien. Désolé Will, ça fait 2-2-0. En fait, ma stratégie, c'est de N'hésite pas à entrer dans le match. tout le temps. Tu veux continuer ou quand même? On peut désigner un joueur dont le prochain but comptera double. Oui, ça. Ça c'est une idée de Jean-Jacques Ayrault, ça. C'est quoi? Bah si, c'était pas le but qui compte. Jacques-Henri. Jacques-Henri. Ouais, ah oui, Jacques-Henri, excusez-moi, enfin, le prénom composé, il y avait jamais. Ok, un point pour tout le monde. 3-3-1. Évidemment. On peut se battre à main nue, 1 contre 1 avec le chrono qui s'arrête, un peu comme en NHL. Ce serait pas mal, par contre, vraie belle idée ça, si jamais ça se faisait. Et c'est pour Merci. ça que ça existe. C'est moi qui ai inventé la question. Gérard, Oui, effectivement, c'est pas écoute, possible. Ça met en place. 4-4-2. On tire au sort le vainqueur en cas d'égalité. Non, il y a une série de pénaltys.
C'est bon pour Julien et Ah, William, ce qui nous fait 4, 5, Je croyais pas vraiment. 2. Antoine. Non, en fait, on fait une séance de tir au but et mode MLS, vous savez, on part du milieu de terrain et on va défier le gardien. Ouais, il y a des petits, regardez les best-of des années 90, les tirs au but MLS, Ouais. c'était du grand spectacle. Le seul problème, Franchement, c'est que c'était drôle. nul, donc ça rend mal. Ouais, c'était On peut s'accorder un penalty comme ça sans prévenir. évidemment. Alors le penalty du président, Oui. Bien sûr, c'était la règle de base, vous la connaissez tous. l'a dit la règle Jean-Michel Aulas, 5, 6, dans le milieu. 3. Florentino Pérez. On peut utiliser une carte spéciale Florentino Pérez pour faire annuler le résultat d'un match s'il ne nous plaît pas. Ça serait drôle, ça aussi. Elle est bonne. Ok. Sachant qu'il a déjà la carte penalty quand même. Oui, je sais, mais ce sera la carte. Là, c'est la carte Grand Manitou. Ouais, Florentino la carte Pérez. de Non, fin. qui n'existe pas, évidemment. C'est une Dommage. blague. Dommage. On en est à 6, 7, 4. Oui, bon, je suis devant, c'est l'important. Et 6, 7, 4, bah, c'était la dernière question. Ah, incroyable. C'est un sans faute, il me semble, pour Bah, Julien. on n'est pas chef pour rien, qu'est-ce que je te dise. C'est marrant parce qu'il y a 30 secondes, il était encore en train de dormir derrière sa lunette. C'est une vraie Hop, anecdote. la lumière s'allume, c'est bon, c'est Ah, parti. bah, ça, c'est les bêtes. C'est les artistes. ça. Non, ça va, vous avez été bon. Vous avez été bon pour ce petit jeu. C'était une mise en route. Et pour enchaîner, on va passer maintenant à la question de la semaine. Et dans cette séquence, nous allons parler, messieurs, de l'Olympique lyonnais. Vous avez rien entendu là ? Il s'est passé un truc, non ? Bon. Truc bizarre, bon, c'est pas grave. Ça doit être moi. Je disais, on va parler de l'Olympique lyonnais, quand même. Et cette magnifique qualification sur la pelouse de Manchester United obtenue il y a 10 jours. Cette remontada extraordinaire, Cherki, Lacazette, tout le monde qui saute de joie au milieu du terrain. C'est la demi-finale aller, là, du coup, jeudi, contre l'Athletic Bilbao. Et j'ai envie de vous demander, question de la semaine, messieurs, est-ce que vous pensez que l'OL peut aller au bout ? Antoine, j'ai envie de commencer par toi. Parce qu'on va voir un de tes posts, parce que c'est toi qui as live ce match. Hein. Oui. Et un de tes posts, après le but de Lacazette, il me semble, est-ce que c'est là vraiment on s'est dit, là c'est bon Ouais. Alors j'étais à Old Trafford pour cette rencontre et vraiment ça a été ce but de Lacazette alors que l'OL était mené 2-0. Ils reviennent à 2-2. Ils se prennent, Tolisso se fait expulser avant la fin du temps réglementaire et en prolongation ils mettent 2 buts, 4-2, folie dans le parcage lyonnais. Et là, on s'est dit, bah, c'est bon, plus rien ne peut les arrêter. Ils sont en demi-finale. Voilà, c'est improbable qu'ils À ce se moment-là, qualifient. dans Old Trafford, c'est vraiment la stupeur. Voilà, le stade s'est vidé petit à petit jusqu'au coup de sifflet final. Personne n'a vu la fin d'ailleurs. Donc l'OL qualifié. Et c'était vraiment un super moment. Même moi qui ne suis pas forcément un sympathisant de l'OL, j'étais vraiment sous le charme de cette équipe, de tout ce qui a été fait durant ce match, alors qu'on les voyait vraiment à 2-0, une première mi-temps ridicule, ça faisait n'importe quoi. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que Paulo Fonseca a donné à la mi-temps, mais ça c'est pour une fois qu'il était sur le banc, il a pu enfin donner des bonnes consignes. Et voilà, les voilà en demi-finale, l'Athletic Bilbao, dans le stade où le stade, San Mamés, où sera jouée la finale de la Ligue On Europa. va y arriver. Alors, Julien, toi, t'en penses quoi ? Du coup, attends, parce que t'as même pas répondu à la question de base. Oui ou non ? Ça va au bout ou pas l'OL ? Ah, ça va au bout. Attends, ça va au bout. Julien. Alors, moi, je suis assez d'accord et j'aimerais insister notamment sur la gestion émotionnelle de l'Olympique lyonnais. C'est-à-dire qu'ils sont à 4-2, ils sont quand même un de moins. C'est vrai que là, ils sont devant, c'est improbable. Enfin, je veux dire, c'est un vrai exploit. Et là, tu te dis, on sait jamais, ça peut vite dérailler, un penalty con. Derrière, Bruno Fernandes qui envoie des ballons dans la surface, Harry Maguire qui monte pour un but à dernière minute. Il y a danger. D'ailleurs, quand même, faut pas déconner. Non, mais ça peut arriver assez vite, ce genre de choses. Alors, une fois par siècle, vous me direz, et c'est pas tombé sur l'OL, heureusement. Mais voilà, c'est ce qui me fait dire que vraiment, en allant dans le stade de la finale face à Bilbao, qu'il y aura une immense pression à la maison, parce que pour le coup, toujours, voilà, quand on sait qu'on a la finale à la maison, faut assurer. Et là, j'ai envie de dire que lui a montré à Old Trafford sur sa gestion de la prolongation à quel point cette équipe était solide émotionnellement, donc j'y crois plus que jamais. Will. Et puis on parle de gestion émotionnelle et de Paulo Fonseca. Il faut quand même saluer l'entrée de Matic, quand même. Vraiment. Le coaching. Le coaching à ce moment-là du match, l'entrée de Matic qui permet un peu de recadrer un petit peu. Il y a un corner où il va mettre un coup de pression à Onana, où il danse un peu devant lui pour se foutre de sa gueule. Voilà, c'est le genre de truc qui permet de redescendre. Qui permet de se faire sortir une bonne fois pour toutes aussi le Manchester de son match. Voilà, on sent qu'ils sont prêts pour ces matchs de ce niveau. Et honnêtement, Bilbao, on les connaît ces matchs avant la finale à la maison. Ça va pas passer. Là, Lyon, ils ont un ascendant psychologique. Moi, je pense que ça peut aller au bout.
Après, en finale, voilà, hein, c'est les finales, on les joue pas pour les jouer, on les joue pour les gagner. Je pense que ça peut le faire. Non, ça peut le faire. Je me permets aussi, tu parlais de Matic, je voulais aussi insister sur Niakhaté qui, vraiment, dans tous les duels aériens sur la fin de match, a été impérial. C'est-à-dire que tous les ballons dans la surface, voilà, il n'a rien laissé passer. Il laisse pas l'autre passer devant. Jamais, il passe l'épaule. Et ça, c'est important d'avoir un défenseur qui te rassure comme ça au duel. Après, c'était pas. Manchester United était une grande équipe, hein, vraiment, c'était habitué au Fergie Time à l'époque. Et là, on se disait, peut-être que ça va revenir. Non, là, vraiment, l'OL a montré une sérénité à tout va. Et rien ne s'est passé, donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut les arrêter? Heureusement qu'ils se font pas sortir par ce Manchester. Ça aurait été quand même un scénario. Pensez pour Amorim hein, qui s'est fait licencier juste dans la foulée. Voilà, logique, mais qui évidemment. du coup a assuré le train de vie probablement de tout Portugal sur 3 générations. Exactement, le ruissellement. Et puis ça peut amener l'OL en Ligue des Champions directement. Qui sait, si ce ne sera pas par le biais du championnat. Même si derrière, par le championnat, ça aussi, parce que l'avantage aussi, c'est que ça donne une telle dynamique que derrière, tu vas gagner le derby. Ouais. Bon, t'es aidé par l'expulsion de l'attaquant d'en face qui fait absolument n'importe quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, le rouge est logique, parce que t'es un peu fatigué, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, ça te permet de faire retourner le match à la fin. Moi, je trouve qu'ils sont lancés à la fois pour la Ligue Europa et pour le podium. Très bien. Merci pour votre analyse. Je dois dire que moi aussi, je suis plutôt assez confiant pour l'OL, je trouve, porté par quelque chose sur cette fin de saison. Ça sera en live sur jeudi soir. Ça sera à suivre en live, évidemment, sur le site de 20 minutes. Ça recommence. Mais j'entends rien. Bizarre. Non. Bon. Allez, rien senti là non plus. Bon. Ça doit être moi. J'irai consulter après l'émission. Merci. Je crois qu'on va enchaîner maintenant avec une rubrique 20 minutes d'écran. William, ici présent, a regardé la série qui vient de sortir sur Netflix à propos de Carlos Alcaraz. Il va nous dire est-ce que ça vaut le coup d'œil ou pas. William, je t'en prie, vas-y, installe-toi. C'est à toi juste après ça. Carlos Alcaraz peut-il vraiment marcher sur les traces de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer? Vous vous demandez pourquoi je me pose la question là, maintenant, tout de suite, à cette heure-ci. Figurez-vous que la Netflix vient de sortir une série, j'ai du mal, sur Carlitos. Carlos Alcaraz à mi manera, Carlos Alcaraz à ma façon, consacré à la saison 2024. Tu peux me le faire avec le King, le à mi manera façon Jet King. Non, j'ai pas les compétences. On avait prévu à la base et on n'avait pas le matos. Du coup, on a laissé William. Désolé. Donc, je disais Carlos Alcaraz, la série consacrée à sa saison 2024, plutôt bien fichue dans l'ensemble. En immersion dans le quotidien de Carlitos, où on apprend à prendre la pleine mesure du personnage. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas totalement, Carlos. Donc on apprend à connaître ce personnage et ses tourments, parce que figurez-vous qu'au fil des 3 épisodes de la série, on comprend que le génie se trouve à un carrefour de sa carrière, choisir entre son destin de GOAT, qui est un peu le destin tracé par tout le monde depuis quelques années, et son besoin irrépressible de liberté, parce que figurez-vous que Carlos Alcaraz n'est pas une feignasse, mais c'est pas non plus un bourreau de travail. C'est pas Rafael Nadal, et c'est d'ailleurs le titre du 2e épisode de la série. Il aime ses potes, il aime faire la fête, il aime pécho, il aime être avec ses proches et sa famille, et il cesse de répéter que cet écosystème de kiffeurs, c'est un petit peu la condition pour qu'il puisse être détendu et un petit peu délivrer son meilleur niveau sur le terrain. Remarquez que d'ailleurs c'est une sorte de Neymar, en fait. C'est ça, c'est un petit peu la rhétorique de Neymar, de dire moi j'ai besoin de kiffer, j'ai besoin de vivre, parce que sinon je suis un artiste, je peux pas tout donner sur le terrain, avec les conséquences désastreuses qu'on connaît sur le long terme, notamment d'un point de vue physique, musculaire, tout ce que vous voulez. Donc Alcaraz, évidemment, il n'en est pas encore là, il est même encore en avance sur les standards des 3 autres. À 22 ans, il a plus de grands chelems que tout le monde, mais il s'interroge. Même que Nadal Nadal, c'est l'année de bascule. Nadal, c'est sa première année à 22 ans où il fait doubler Wimbledon, Roland Garros. Mais sauf que là, il arrive vraiment sur ses 22 ans, là maintenant, Carlos. Donc là, je cite Carlos, il dit « Oui, je veux m'asseoir à la table du Big Three. Suis-je dans l'état d'esprit de faire tout ce qui est possible, de faire face à tout et de faire tout ce qu'il faut pour y parvenir ? Pour l'instant, je ne sais pas. » C'est quand même une phrase forte. Alors, est-ce qu'il faut pour autant paniquer ? Il faut tirer la sonnette d'alarme, pimpon. Carlitos est-il perdu pour les records ? Mourra-t-on d'ennui devant l'hégémonie de la carotte Yannick Sinner ? S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Je ne sais pas, je pose la question. À un mois de Roland Garros, personne ne veut. À un mois de Roland, il y a quand même un constat. Et malgré un succès à Monte-Carlo avec un superbe match, notamment contre Arthur Fils,
en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises. L'Espagnol, il inquiète. Voilà, il inquiète. Il vient de se blesser en finale contre Holger Rune à Barcelone. Il a déclaré forfait au Masters 1000 de Madrid, comme vient de le dire Julien, et il arrivera à Paris probablement sans certitude physique. Alors vous me direz, ça lui a porté chance l'année dernière, mais bon, c'est jamais idéal. Pour rappel, il n'a pas remporté de Grand Chelem depuis Wimbledon 2024. Depuis ça, il enchaîne les perfs en dents de scie. Je me demande même s'il a gagné un tournoi. Si, à part le Monte-Carlo, je ne sais pas s'il a gagné grand-chose. Il gagne un tournoi dans la tournée nord-américaine ou en Asie. Je ne sais plus, il faut regarder. Mais il y a un tournoi qui gagne un petit peu au panache, mais en battant Yannick Sinner sur dur, sûr et certain. Il y avait un gros match, mais je ne sais plus exact. J'ai plus le tournoi là exactement. Il faudra revérifier. Bref. Il enchaîne les perfs en dents de scie et il perd son statut non seulement de numéro 1, mais de numéro 2. Il faut quand même rappeler qu'on s'est retrouvé avec Alexander Zverev, numéro 2 mondial, et rien que pour ça, il mérite la potence. Exactement. Donc voilà. Alors, il y a quand même une team pas de panique. Dans la team pas de panique, on retrouve Novak Djokovic, qui rappelle que le Big Three, donc, comme je le disais tout à l'heure, avait rien fait de comparable à l'âge de Carlitos. Sauf éventuellement Rafa, donc, qui autour de ses 22 ans commence à faire son doublé Roland Garros Wimbledon. Le Serbe, je cite, sûr qu'on va voir Alcaraz sur les plus grandes scènes avec beaucoup de trophées dans les 10-15 prochaines années. On demande à voir. Et au fond, même si ça venait à pas arriver, Nico, je pose la question, est-ce que c'est bien grave ? Carlos Alcaraz, il fait bien ce qu'il veut de sa vie. S'il préfère aller mater un Grand Prix de Formule 1 plutôt que de taper avec des balles avec Juan Carlos Ferrero après une élimination au deuxième tour de l'US Open, ou bien se barrer à Ibiza pour fêter son titre à Roland Garros plutôt que de préparer le tournoi du Queens, dont honnêtement, qu'est-ce qu'on en a à secouer quand on peut faire le doublé Roland Wimbledon. Honnêtement, ça le regarde. Peut-être qu'il sera une étoile filante, oui, peut-être pas. Et peut-être que c'est ce qui fait le charme de ce jeune homme après tout. Donc Carlos, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes, c'est un petit peu ton plaisir d'après-cuite. Franchement, continue de kiffer. Merci Will. Ouais, petite réaction, Julien. C'est vrai que face à ces champions-là, on se dit toujours, on aimerait leur voir faire des grands matchs tout le temps. Voilà, c'est eux qui font le sel de tous les grands tournois. Et en même temps, mais c'est des êtres humains. Enfin, vas-y. Ouais, non, on a été mal habitués par les 3 asticots là. Bon, voire même les 4 si on rajoute Andy Murray, parce que je pense que si Andy Murray arrivait dans le tennis d'aujourd'hui, par exemple, il pourrait peut-être gagner 10 grands chelems. Enfin, je veux dire, voilà, on a été mal habitués. Alcaraz, il a déjà gagné 4 grands chelems. J'ai envie de te dire, moi, je veux bien une étoile filante française à 4 grands chelems dans les 100 ans à venir, possible avant que je meure. Bon, voilà, idéalement. Toute proportion gardée. Évidemment. Et le dernier truc, j'ai envie de dire, est-ce que finalement Alcaraz, ce serait pas Nadal, sauf que Nadal sans copine à 17 ans, parce que Nadal, ce qu'il a cadré, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire qu'il s'est mis tout de suite en couple. Je pense, mine de rien, c'est ma théorie sur le sport de haut niveau. Ça joue beaucoup sur la stabilité des très grands joueurs. Djokovic, Federer et Nadal, c'est quelque chose en tout cas qu'ils accompagnent. Ils ont une structure familiale très vite, très ancrée. Ils ont eu des enfants d'ailleurs assez rapidement. Et j'ai l'impression qu'Alcaraz, c'est ce qu'il dit dans le docu à un moment quand il dit à Roland, tape à la porte pour vérifier que je suis pas avec une fille globalement. Et je me demande si mine de rien ça joue pas aussi dans l'état d'esprit et dans l'envie ou pas de s'installer durablement au niveau. Voilà. Anthony Nadal aussi depuis petit, ça aide. Et effectivement, et d'avoir un tortionnaire en chef depuis tout petit, c'est vrai que ça aide un peu. Et pourtant on le voit, Ferrero dans la série, il est dur, il est strict. Ouais. Mais c'est pas la même chose que d'avoir Tony Nadal depuis tes 4 ans qui te tire les oreilles dès que tu commences à prendre un peu la confiance. Et puis Ferrero, mine de rien, il a aussi cette carrière de haut niveau, mais Ferrero, il a pas gagné qu'un grand chelem. Et il en a pris son parti un peu, Ferrero, on a l'impression, enfin il sait à qui, il le connaît son Carlitos. Oui, mais d'un autre côté, il dit attention, le jour où tu seras moins ambitieux, moi je me barre. Parce que quand même, ça reste quand même un vainqueur de grand chelem, il a pas envie de se prendre les pouces. Ok, merci Will pour cette avec plaisir. 20 minutes ciné, 20 minutes d'écran, 20 minutes, on verra comment on appelle ça. On sait. La séance, le masque et la plume. Non, on n'en est pas là encore. J'espère maintenant que tout le monde est bien accroché, parce que ce qui nous attend, c'est de la haute voltige. L'un de nos chroniqueurs souffre, oui, il est en manque. Il sent déjà que le manque arrive, comme ça, c'est ce qu'on appelle un junkie, effectivement. Et oui, parce que la saison des classiques est terminée, et on ne va plus revoir Tadej Pogačar écrabouiller la concurrence avant au moins 2 mois avant le Tour de France. Et 2 mois, c'est très long, c'est trop long pour Antoine. Antoine, viens par ici, raconte-nous tout. Oh, il est beau. Oh là là, il est beau. Oh là, vous allez voir ça, c'est extraordinaire. Oh la vache.
Bon, désolé tout le monde, je viens déjà d'arriver d'une petite course, là, 270 km à 55 km/h de moyenne, j'étais pas au top, franchement. Les fesses vissées sur la selle, j'ai quand même mis une misère à tout le monde, la rue Le Pic et la côte du pavé des Gardes, ça me regardait de loin, même les voitures ça suivait pas. Combien de watts? Voilà, je préfère même pas dire, ça va vous dégoûter. Tu le mettras sur Strava quand même. Oui, bah, évidemment. Bref, je suppose que Tadej a encore gagné la première étape du Tour de Romandie. Alors, il n'est pas sur la start list, Antoine. Il n'est pas là. Quoi? Il court pas. Non. Tadej Pogacar pas sur la start list? Bah, C'est pas possible. Tadej Pogacar absent d'une course. Moi, je vais pas survivre. Moi. C'est clairement là, c'était pas prévu. Et on va faire semblant que la saison de cyclisme va continuer sans Tadej Pogacar. Genre des courses vont être organisées sans Tadej Pogacar. Non. Oui, Antoine. Oui. Et peut-être même que des gens vont gagner ces courses. Le Giro sans Poggi Chéri. Les 4 jours de Dunkerque sans Pogastar. Non, mais, improbable. Moi, je vais faire une bêtise. Hein. Déjà que c'était compliqué pendant les classiques de printemps à se fader les mini-courses là, avec tous les sous-fifres qui se battaient pour une victoire qu'ils n'allaient pas remporter sur les grands monuments, alors que notre Poggi, quand même, allait gagner. Et là, combien de temps ça va durer? Tu disais 2 mois peut-être? Ça va être ridicule. 2 mois, Antoine. 2 mois. Un calvaire. Vite, un ravito là, parce que Là, oh. Ah, fringale. Oh, la fringale. Oh, la fringale. Oh. Bon, vous allez me dire, il y a Juan Ayuso, il y a Adam Yates, il y a... Alors, on ne connaît même plus, le 59e sur Liège-Bastogne-Liège. Allez, laisse tomber. C'est ça votre star? Bah, ridicule. Autant faire le Mont Ventoux 5 fois d'affilée en marche arrière pendant une matinée, parce que là, moi, je vais pas tenir. C'est Tadej. Rien d'autre. Là, les gars, faut arrêter. Là. Votre star, là, on n'en peut plus. Donc, je préfère aller me faire une petite séance à la salle de route pour me refaire ce début de saison historique, parce que là, ça va pas être possible, quoi. Oh, cette démonstration sur l'Estrade Bianche. Oh, ce cavalier seul sur le Tour des Flandres. J'espère que l'Arcom n'est pas devant quand même. Oh, le mur de lui et ce col de la Redoute. C'est des mouches bébés. C'est des mouches bébés, effectivement. Autant pour nous. Voilà, pour vos enfants, un petit peu de sérum fille. Ouais, c'est pas le sujet. Important en période d'allergie quand même. Exactement. Je vous dire, il y en a. Bref. On va quand même aller du côté de Monaco, hein, suivre un peu Tadej. C'est là, ses routes d'entraînement. Peut-être qu'on va le croiser là-bas. Et puis aller reconnaître 2-3 étapes du Tour de France. Hein, le col de la Loze. On va repérer où Tadej va attaquer à tout va pour mettre Vingegaard et tout le monde dans la misère. Allez, une petite attaque au pied du col. Et puis hop, on n'en parle plus. Je vais en rêver pendant toutes les nuits. Puis vous savez, moi j'irai au col de la Loze avec mon petit camping-car et tout. Petit drapeau slovène. On n'en attend pas moins à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Et puis il y aura Otaka, mais plein d'autres. Hein. On va se régaler sur le Tour de France. Mais là, voilà, 6 semaines, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit F5 sur Strava. Peut-être pour repérer toutes les courses, tous les petits trajets de Tadej. Vous savez d'ailleurs, je vais vous apprendre quelque chose, c'est moi qui ai repéré qu'il avait fait quelques secteurs pavés sur Strava. Et du coup, on peut me qualifier de lanceur d'alerte, quoi. Je l'avais appelé. Hein. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller aussi sur les courses du Kazigard, sa compagne. C'est sûr, il sera là pour la soutenir. Elle le fait à chaque fois. Je vois pas pourquoi lui il le ferait pas. Hein. On est en 2025 quand même. Il s'agirait de grandir. Il est déconstruit, Tadej. Voilà, totalement. Et puis pourquoi pas aller faire un tour dans le Nord pour essayer de récupérer la sueur qui est tombée sur les pavés de Paris-Roubaix. Ou encore mieux, découper le petit lopin de terre là, sur lequel il est tombé. Vous savez, là, paf et puis après, il est reparti. Bon, il a perdu, mais c'est pas grave. Et puis parler à tous ces gens qui ont pu le voir de près, là, comme ça, c'était magnifique. C'est un grand moment. Alors, moi, je vais y aller là-bas. Hein, c'était vers Ennevelin, là, un patelin comme ça. Ça va bien se passer. Petite note aussi, le 14-15 juillet. 14-15 mai, pardon, j'en perds mes dates. Il y a le festival Arc-en-Ciel à Paris, véridique. On y fait un petit tour hein, pour aller faire, se rappeler ce beau maillot de champion du monde, Tadej. Puis, ça me fait des frissons. Et puis on va faire le même régime alimentaire que lui, petite pancake, petit pudding, petite omelette. Voilà, tous les jours, ça va être. On va se régaler. Oh, tuez-moi. Et puis on va se mettre à apprendre le slovène 2-3 heures par jour, ça va le faire. Progrečan. Tadej Pogacar. Ouais, je suis bilingue, ça veut dire tu me manques Tadej.
Bon, on revient vite quand même, Tadei, parce que là, ça... Merci, bravo. Quel C'était acting incroyable. extraordinaire. Quel acting incroyable. Ah, c'était superbe. Convaincu. Franchement, il n'y a rien à dire. Évidemment. La performance est inégalable. Il y a le costume déjà. Il y a le costume et puis il y a la. Cette petite casquette qui fait la diff. Et une vraie montée en puissance. Un peu comme Tadej, tu vois. S'il commence à démarrer assis pour se replacer, ah bah merde, tout le monde est à 20 mètres. Voilà, comme Tadej. C'est ça. Ouais, c'est juste qu'il n'a pas d'équipier lui. Bah, il n'a pas besoin. Non, nous, on est là que pour le mettre en valeur aussi, tu vois. Un peu comme ses équipiers, quoi. Voilà. Magnifique Antoine, merci Bravo. beaucoup Plaisir. pour ce numéro. Tu reviendras. Je pense qu'on va t'assigner ce rôle de junkie ad vitam. C'est fait. Bon allez, on va se passer à la suite après cette chronique stupéfiante. La transition est toute trouvée parce que on va maintenant parler sport santé dans cette émission. Alors j'aurais bien aimé demander à l'un d'entre vous de vous en occuper, mais dès qu'il faut être sérieux 2 minutes, vous l'avez bien vu, il n'y a plus personne. Pas nous que ça concerne. C'est donc à notre collègue Jérémy que j'ai confié cette tâche. Jérémy, un homme sérieux, un homme consciencieux, il n'y avait que lui pour en parler. Donc, Jérémy, qui habite donc à Lyon, grand amateur de sport nature, de trail, d'aventure au long cours. C'est lui qui va nous envoyer depuis chez lui chaque semaine une petite vidéo sur les bonnes pratiques si vous voulez faire du sport amateur, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mieux éviter, voilà, bref, tout ce qui concerne la pratique et la santé. Et pour ce premier épisode, il va nous parler de ce petit verre d'alcool, vous savez, qu'on hésite à prendre ou pas quand on prépare par exemple un trail, un ultra trail. Et bien voilà, Jérémy va vous dire, est-ce que c'est conseillé ou pas? C'est parti. Un petit verre d'alcool va-t-il vous coûter votre défi sportif? On vous rappelle évidemment que le site du ministère de la Santé en France et l'OMS s'accordent à classer l'alcool comme une molécule cancérigène avérée depuis 1988. Une consommation importante d'alcool est en effet un facteur de risque majeur pour certains cancers. De même, il peut notamment entraîner certaines maladies chroniques du foie, du pancréas, des troubles cardiovasculaires et de l'hypertension artérielle. Là, on va donc bien parler d'une consommation très modérée, afin de tenter de comprendre à quel point cela peut être pénalisant pour une performance sportive. Je suis allé rencontrer un préparateur physique à Lyon qui travaille autant avec des footballeurs professionnels qu'avec des sportifs amateurs, qu'on appelle Roro, et cet ancien rugbyman estime qu'une bière de temps en temps ne va pas altérer les performances d'un sportif sédentaire. Selon lui, si on veut mettre toutes les chances de son côté, ça reste bien d'éviter l'alcool durant les quelques semaines qui précèdent une échéance. Mais des personnes ne sont pas prêtes à tout et leur équilibre de vie peut parfois passer par un verre d'alcool de temps en temps. Roro liste les effets néfastes de l'alcool. L'alcool déshydrate et par effet interposé, il peut augmenter le risque de tendinite. On connaît tous ce cliché du coéquipier qui va nous dire allez, prends une bière, c'est bien pour la récupération. Bah non, c'est archi faux. En fait, Roro nous le dit, l'alcool ne permet pas d'améliorer la récupération. Il faut pour ça des boissons électrolytes riches en sels minéraux qui sont utiles tant pour limiter les crampes pendant l'effort que pour régénérer les muscles ensuite. Donc peu importe un match de football, un marathon, la vraie boisson tendance à privilégier, elle est là. Et puis il y a une autre conséquence directe, en cas de brinque jusqu'au bout de la nuit, honnêtement, qui va réussir à se lever, à sortir de la couette pour aller courir 10 bornes? En tout cas, sachez que les exemples de changement de vie ne manquent pas. Il y a 2 trailers qui viennent de publier leur histoire. En 2010, Johan Stuck a ainsi délaissé ses whisky coca, ses clubs de soirée, sa pizza quotidienne pour perdre 20 kilos et rapidement devenir un trailer référencé. Et puis on a aussi Alexandre Boucher, avant de se mettre au trail et de devenir très connu sous le nom de Casquette Verte, il était président de BDE d'école de commerce et il nous expliquait qu'à l'époque, ses ultras se déroulaient en boîte de nuit jusqu'à 7h du matin. Aujourd'hui, il a obtenu un top 10 à la Diagonale des Fous, il est régulièrement top 20 à l'UTMB et triple vainqueur de la Lyon-Saint-Élion, que des courses au-dessus des 150 km. Et qu'il conclut systématiquement en s'offrant une petite bière sur la ligne d'arrivée, comme quoi tout est encore possible. Messieurs, dames, c'est l'heure du procès de la semaine. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de ce qui s'est passé ce week-end. Le Real Madrid a perdu la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Ça vient après une élimination Ligue des Champions. Le titre pour le Real est loin. Ils sont à 4 points du Barça alors que c'est bientôt la fin de saison. Bref, une saison pas facile du côté de Madrid et notamment pour celui qui a rejoint le club l'été dernier, notre Kylian Mbappé national. L'objet du procès cette semaine. La question est donc, Kylian Mbappé a-t-il raté sa première saison à Madrid? Évidemment, je vais utiliser mes 3 acolytes qui vont avoir chacun leur rôle à jouer. Celui de l'avocat de Kylian, autrement appelé le rôle Delphine Verheyden, celui du procureur général et celui de l'expert scientifique qui va apporter des petites stats, des datas.
Pour vous raconter un peu comment ça s'est passé sur l'attribution des rôles, en fait, on a fait ça hier et ça s'est fait en toute transparence, de manière très démocratique. Julien étant le chef, il a décidé qu'il allait assaisonner Kylian et il fera donc le procureur général. Et sinon, il a menacé de nous virer si on n'était pas d'accord. Donc, Julien procureur. Pratique assez commune, hein, il faut le préciser. Exactement. Ça s'appelle la vie d'entreprise, oui. William, attends 2 secondes. William sera là, j'ai pas présenté l'avocat de la défense. Attends pour moi. William Variden, regardez. Et oui, je suis pas le seul à être déguisé. Hein. Eux aussi, ils ont un superbe t-shirt. Je sais pas si vous pouvez lire. Et Antoine fera l'expert, parce qu'il vient de beaucoup donner quand même. Donc Antoine sera l'expert scientifique. On commence évidemment par le réquisitoire de l'avocat général. Donc Julien, c'est à toi. Tu peux avancer vers le public. Je n'ai pas l'habitude des procès gagnés d'avance, mais là franchement j'ai de la peine pour mon cher confrère de la défense. Et permettez-moi dans cette plaidoirie d'avoir une pensée pour tous ceux qui m'ont précédé dans cette illustre fonction de procureur lors des grands procès de ce siècle, et même avant, hein, Ranucci, Barbie, Sarkozy, et maintenant Kiki. J'ai envie de vous dire que la boucle est bouclée en quelque sorte, car là aussi la sanction sera exemplaire. Est-ce que la société peut laisser Kylian Mbappé en liberté après cette première saison madrilène? La réponse, mesdames et messieurs les jurés, est évidemment non. Non, non et non. Pourquoi me direz-vous? Hier soir, alors je fignolais les derniers détails de mon intervention, je tombais sur cet article absolument brillant d'un certain Julien Laloy sur 20minutes.fr. L'auteur s'interrogeait avec ironie, dans un style qui n'est pas sans rappeler la flamboyance de Romain Gary. Ça suffit quand même de s'auto-citer et de s'attribuer autant de compliments, Julien. Je vous conseille de faire attention, maître. Écoutez, j'encourage les gens à se renseigner. Lire la presse, c'est important. Vous savez. Objection, ça traîne là quand même. Sur la possibilité, écoutez, permettez-moi de terminer mon propos liminaire. L'auteur s'interrogeait donc sur la possibilité d'interdire tout simplement le Real de participer avec des champions pour que les autres aient une chance de la gagner un jour. À moins, écrivait-il, et c'est là le voix de génie, que l'arrivée de Kylian Mbappé ne retourne tout le vestiaire en 6 mois l'an prochain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Kylian a réussi à bordéliser une équipe dont le jeu était réglé au poil de teckel, en rendant absolument tout le monde inopérant. Bellingham, obligé de surnager dans le no man's land du milieu madrilène. Vinicius, passé de ballon d'or presque officiel à dribbleur dépressif. Ancelotti, qualifié encore de meilleur coach de l'histoire du Real Madrid l'été dernier, est désormais bon acheté aux ordures. Rudiger, ah non, lui était déjà un criminel de guerre, autant pour moi. Samedi soir encore, un trophée qui lui passe sous le nez, hein, et un club devenu absolument imblairable sur le terrain comme en coulisses. Et avec des champions, on en parle. Hein, 137 ans que le Real n'avait pas été éliminé avant les demi-finales. Le petit Gédine Bondy arrive et là, qu'est-ce qui se passe? Ça dégage en quart contre Arsenal, plus élevé à ce niveau depuis l'époque victorienne. Et si vous voulez parler statistiques, j'en ai moi aussi, elles font mal. Si monsieur l'expert veut bien se donner la peine. Oui, bonjour à tous, bonjour à la Cour. Effectivement, après une étude approfondie de l'accusé, nous pouvons confirmer, moi, mes équipes, que sa saison est complètement ratée. Comme le dirait un grand philosophe, les hommes mentent, pas les chiffres. Commençons avec le Real Madrid, 4 passes décisives avec le soi-disant meilleur club du monde, 0 but en 8e et quart de finale de la Ligue des Champions, 2 tirs au but manqués cette saison, 36 hors-jeu en 36 minutes face au Barça, un record. Pas de Ligue des Champions, pas de Coupe du Roi et probablement pas de Liga. On peut évoquer aussi ce carton rouge reçu face à Leganés où il casse une jambe d'un joueur espagnol, 2 rassemblements manqués avec les Bleus, un selfie raté avec un spectateur, 3 bonbons volés au Mercadona et un créneau raté en arrivant à Valdebebas. Objection, là, c'est de la diffamation. Là. Rejeté. Ce sont des stats On peut tout dire, qui maintenant. existent et qui sont tout à fait adéquates avec le sujet. J'avoue, il y a des choses qu'on peut tolérer, mais les créneaux ratés. À Valdebebas, c'est grand. Allez-y une fois, je vous assure, vraiment, pour rater un créneau à Valdebebas, c'est absolument inadmissible. Voilà, alors, on reprend. Est-ce que vous avez bien entendu ces chiffres? Voilà, j'espère qu'ils vous interpellent, comme moi, ils m'ont interpellé, mesdames les jurés. 4 passes décisives. Bon, alors, visiblement, ça n'intéresse pas de jouer avec les autres, hein, on s'en doutait. Les replis défensifs, c'est pour mon chien. Les buts qui comptent en Ligue des Champions, c'est en option. La règle du hors-jeu, ça va peut-être rentrer un jour. On sait que c'est difficile à expliquer aux gens qui suivent pas le foot, hein, la règle du hors-jeu, vous l'avez toutes essayé, c'est vous. Bon, Kylian, c'est un peu pareil, il connaît pas trop. Et j'ai envie de vous dire, même si je vais sortir un peu du sujet, Monsieur le Président, Monsieur l'avocat de la défense, très vite, alors, j'ai bien compris que vous faisiez ce que vous vouliez. Oui, ce procès étant gagné d'avance, effectivement, je fais ce que je veux. C'est ce que nous allons voir. Rappelons que non seulement Kylian a échoué avec le Real Madrid, qu'il a également échoué avec Caen, club qu'il a racheté il y a peu et qui va péricliter dans une division à faire du football français. Pas comme Bordeaux, mais pas loin. Bref, vous m'aurez compris. Kylian Mbappé ne peut pas rester en liberté plus longtemps. Merci, monsieur le procureur général, pour ce réquisitoire. Il va plus casser. La parole est tout de suite à la défense.
Allons-y, monsieur l'avocat. Vous avez bien pris votre temps, laissez-moi en faire de même. Monsieur le juge, mesdames, messieurs les jurés aux quatre coins de la France, Kylian Mbappé aurait donc raté sa première saison au Real Madrid. Je me pensais dans un tribunal, me voilà sur Rire et Chanson. Enfin, soyons sérieux, 5 minutes. Au niveau du palmarès déjà, une Super Coupe d'Europe, une Coupe intercontinentale remportée contre l'immense Pachuca, La fameuse Coupe des Forts. en ouvrant le score, et le titre en Liga qui est encore loin d'être joué. On parle de 4 points. On est en Espagne, pas en Ligue 1. On ne gagne pas le championnat au mois de mars. Tout se termine à la dernière journée. Ou à l'avant-dernière, à la rigueur. Parlons statistiques individuelles également, puisque vous aimez les chiffres. Alors que la saison n'est pas encore finie, mon client marche sur les traces des plus grands buteurs de l'histoire du Real pour leur première saison. J'ai nommé Ivan Zamorano et Cristiano Ronaldo, 2 hélicoptères de combat. Excusez-moi du peu. Je suis d'ailleurs amusé de voir que tous ceux qui comparaient la première saison de Cristiano Ronaldo à celle de Kylian Mbappé ont mystérieusement disparu en cours de route, pouf, évaporés dans la nature. Et pour les détails, je laisse d'ailleurs la parole à monsieur l'expert qui va pouvoir étayer tout cela. Tout à fait, maître. Je peux vous confirmer, après une étude approfondie aussi, que Kylian Mbappé est en train de réaliser une saison affolante. Déjà 34 buts en 51 matchs. C'est le joueur le plus décisif de l'effectif du Real Madrid. 34 buts, c'est déjà un but de plus que Cristiano Ronaldo. Merci. Les deux joueurs... En combien de matchs, monsieur? Soyons précis Les sur les deux chiffres. En combien de joueurs, matchs, monsieur l'expert? Les deux joueurs l'interrompez pas, portaient le numéro 9 lors de leur première saison au Real Madrid. Voilà. Regardez ce que fait Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Tout Il y le a des palmarès. signes. Ouais. Il y a des signes qui ne trompent pas, monsieur. Ensuite, il peut battre le record du Chilien Zamorano qui est à 37. Et 3 petits chiffres pour finir. On parlait de tirs au but manqués tout à l'heure. Il a réussi ses dernières tentatives. 2 millions. Penalty, soyons précis, penalty. 2 millions de personnes qui ont pleuré devant cette fameuse interview avec Mouloud Achour sur Canal+, la fondation Kylian Mbappé qui marche, et un compte Twitter désactivé en un petit coup franc. Eh oui, Mbappé score d'Afrique kick. Théo, nulle part. Une preuve de plus, monsieur le juge, que les détracteurs de mon client ne font jamais long feu et que les accusations dont il est la cible n'ont absolument aucun sens. J'ajouterai par ailleurs aux chiffres de mon brillant expert que M. Mbappé est en train de s'affirmer comme un leader sur le terrain au milieu de grosses personnalités et que les accusations du camp opposé sur le déclin de ces dites personnalités sont quand même assez grotesques. Moi, j'aurais aimé vous y voir à vous épanouir entre un Vinicius dépressif parce qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, et c'est pas de la faute de Kylian Mbappé, un Bellingham qui boude parce qu'il veut jouer plus haut sur le terrain, et un Rodrigo intermittent du spectacle, le tout sous la direction d'un entraîneur impotent sur le plan tactique. C'était déjà le cas lors des derniers exploits du Real Madrid, qu'on n'essaie pas de nous vendre une autre histoire, et dont la seule stratégie a toujours consisté de toute façon à prier pour qu'un miracle arrive. Pour une fois, il n'est pas arrivé. Et c'était toujours pas de la faute de Kylian Mbappé. Bon bref, je ne parle même pas de la commedia dell'arte, effectivement, de Florentino Pérez, et c'est peut-être le seul point sur lequel on se rejoint, qui n'a rien trouvé de mieux que de transformer son club en cirque, ni de la pression gigantesque qu'on a collée sur le dos de mon client depuis l'été dernier, tout ce contexte autour de son départ du Paris Saint-Germain, et maintenant le match judiciaire contre Nasser Al-Khelaifi qui lui confisque 55 millions d'euros comme on confisque un passeport. Compte tenu du contexte, Kylian Mbappé... Je vous laisse 2 phrases. Soyons sérieux. Oui, mais j'ai 2 phrases. Vous avez fait une demi-heure, vous. Compte tenu du contexte, donc Kylian Mbappé réalise une très bonne saison à Madrid. Là, voilà, la vérité pure et simple. Il est devenu indispensable à son équipe, comme l'a démontré son entrée en jeu en finale de la Coupe du Roi, certes perdue, mais on a bien vu que tel un grand général de guerre, quand il est rentré sur le champ de bataille, tout le monde a été galvanisé. Même Tchouaméni a marqué un but. C'est dire son aura. Voilà, monsieur le juge, je le demande donc, si Kylian Mbappé n'est pas un grand joueur, qui donc aujourd'hui mérite dans le football mondial d'être gratifié d'un tel titre honorifique. Et je terminerai là-dessus. Merci. Merci pour ce spectacle parfois édifiant. Mais bon, passons. Je vais maintenant délibérer avec moi-même pendant 3 secondes. Ok. Je déclare l'accusé Kylian Mbappé coupable, évidemment, c'est d'avoir raté scandaleux. sa première saison au Real Madrid. Les chiffres le disaient. Les chiffres, mais non, les chiffres le disaient pas. S'il vous plaît, je vous rappelle que dans ce tribunal, il n'y a évidemment pas la possibilité de faire appel. La condamnation est donc rendue. Et voilà. Vous aurez des nouvelles de Florentino Pérez. Allez, Et de Madame Mbappé. passons. Il est temps de passer à la suite. Vite, la suite. On est en retard.
là, magie de la télé. C'est incroyable. Vous auriez vu la vitesse à laquelle il a fait ça. Elle est partie où? Non, je sais pas. Pour nous remettre de nos émotions, je vous propose maintenant un petit quiz vintage. Vous savez, on aime bien faire ça entre nous, on se remémore des vieux matchs, des compos, on essaie de se rappeler les joueurs, tout ça. Et ben on s'est dit, et pourquoi pas en faire un petit jeu? Allez, on va profiter du match des 125 ans de l'OM qui a lieu très prochainement pour jouer et se faire un petit quiz sur ils vont disputer ce match des 125 ans de l'OM. On va faire ça au format question pour un champion. Je vous lis des biographies. Allez, et le premier qui trouve J'ai peur que buzz. ce soit la première équipe de l'OM. Est-ce qu'on buzz? Il faut qu'on buzz. Il faut prenez vos buzzers. William, prends ton buzzer. La de toute fameuse façon, équipe de j'en aurais 1915, aucun. voilà, qui a laissé une trace un petit peu impérissable sur la 4 bières. Ouais, alors il en reste plus beaucoup des joueurs de cette époque, mais j'en ai trouvé. J'ai la sonnerie police. Vous êtes prêts? Vous voyez le principe. Évidemment, plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Allez. On est parti. On commence niveau Envoie, là. facile. Envoie. Niveau facile. J'arrive du Standard de Liège dans un contexte compliqué et instable. Pardon, excusez-moi, j'en occupe. Vas-y, Antoine. Raymond Goethals. Non, C'est des joueurs, on n'a pas des joueurs, Antoine. Ouais. Excusez-le. Très compliqué et instable pendant le deuxième passage de Bernard Tapie, celui qui a été un flop là, au début des années 2000. Daniel Van Buiten. Daniel Van Buiten. Allez, là, papa, C'est tout 3 de points. suite. C'est 3 points pour Julien. On enchaîne. Un passage éclair, mais quel passage? Je suis repéré par l'OM lors d'un match de Coupe de l'UEFA que je joue contre Bordeaux. Ce match, je le jouais sous les couleurs du Servette Genève. Je débarque donc à Marseille en novembre 93 en pleine affaire OM-VA. Je ne jouerai à l'OM que jusqu'à la fin de cette saison-là du fait de la relégation administrative du club. Non. Je suis brésilien, je ferai ensuite les beaux jours de Monaco, du Barça, de l'OL. Sonny Anderson. Là, c'était Antoine. Ah, autant pour moi. Sonny Alors, mais Anderson. j'avais absolument Ouais, aucun souvenir qui est arrivé si tôt. Servette Genève. Ah ouais, Oui, mais je aucun. pensais qu'il est arrivé plus tard. Autant pour moi. Ah là J'aurais là dû là savoir. là là. compris, Donc, attends, mais je Ouais, pensais que ce police serait marre trouvé de- un de peu rage. plus, Je me un rends. peu plus tôt que ça. Alors, j'en On étais a été où? nuls collectivement, messieurs. Bon, William, je t'en parle même pas, mais. Ouais, mais bon, c'est une habitude. On reste dans. Dernière question. On reste dans le joueur passé par. Ah non, c'était celle-là. Pardon, milieu de terrain. J'ai joué à Marseille à la même époque que Sonny Anderson, sauf que moi, je venais de Monaco. J'y allais. Étranger aussi, mais européen. Mon premier gros club a été Porto à la fin des années 80. J'ai ensuite connu la Juve, mais c'est vraiment au Monaco que j'ai explosé. Ma particularité est d'être tout petit. Rui Barros. Rui Barros. Ah, bien joué. Et pour lui. Merci pour la question nationalité portugaise. Et voilà. Merci. Merci, ouais, merci pour le point pour William. On va un peu abréger le. Ouais, ouais. On va un peu abréger le quiz parce qu'on a pris un peu trop de temps sur la Ça, partie c'est les précédente. avocats, hein. Bon, sans parler du junkie. Ouais, bah oui, bah, comme d'habitude. Mais il y avait aussi donc dans ce match il y aura Ribéry, Nasri, Niang, Galas, Tai Taiwo, Hilton. Toutes ces questions qu'il avait préparées pour. Ah là là. Mario Jardel. Ah oui, bonne. En vrai, il pourrait le faire. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. Merci. Et donc, Est-ce que non, Drogba on sera- passe est-ce que pour une fois, Drogba va- à la dernière partie, tout de suite. On va conclure, ce sera une habitude qu'on va prendre dans cette émission. On va terminer à chaque fois par notre baromètre maison. L'idée, c'est de faire un point sur l'état du foot français. Alors, vous allez voir, on a créé une magnifique illustration. C'est une échelle, et on l'a appelée l'échelle du ridicule. Voilà, on s'est dit que c'était pas mal pour faire. Bon, on a pris une agence, hein, c'est 2000 Pour balles, faire c'est le que dalle. point, voilà. Alors, 0 étant évidemment sur l'échelle, tout va bien, on est les meilleurs du monde, tout ça. Et 10 étant, c'est le cirque complet à la Ligue et j'en passe. Quand par exemple, exemple, enfin ça n'arrivera jamais, mais un président qui descend avec un chapeau de cow-boy pour chambrer un autre président, enfin ça n'arrivera pas. Bon, Et, c'est à la télé, c'est genre Oui, de oui. truc. c'est pour vous donner une idée. Cette semaine, c'est moi qui j'ai décidé de mettre un petit 7 sur 10, un petit 8 sur 10. Petite erreur de synthé, mais c'est pas grave. Un petit 8 sur 10 parce que c'était pas simple de se décider. La dernière journée de Ligue 1, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu de déclaration tapageuse, pas de grand scandale arbitral. Et sur ce début de semaine non plus, c'est vrai. Mais il faut quand même se rappeler d'où on vient. Et la semaine dernière, ce fameux derby Saint-Etienne, OL, le carton rouge accordé, refusé avec la VAR qui intervient. On se demande pourquoi, parce que ce rouge, il y était. Willy Delageau, qui était donc l'arbitre de la vidéo, qui
la semaine d'après va arbitrer le PSG. Enfin, plus, en dehors de tout ça, l'échec de la médiation entre la LFP et DAZN. Enfin bon, bref. Donc, cette semaine, ça va, c'est plus calme, mais les problèmes sont toujours là, hein, ils ne sont pas réglés, donc j'ai décidé de mettre 8. Qu'est-ce que vous auriez mis? Est-ce que vous auriez mis plus? Est-ce que vous auriez mis moins? Moi, j'aurais mis un 5 parce que ça retombe. Après, ça remontera bien à un autre moment, mais là, on n'est plus dans l'émotion de... Voilà, c'est retombé, c'est passé. Oui, mais le foot français a toujours ses problèmes. Là, aujourd'hui, bien sûr. Alors, on se parle, on n'est toujours pas sorti d'avance. Par exemple, pour parler de la polémique du derby, bon, Tolisso, il est en vie, il va bien, il marque des buts, tout roule. Donc voilà, c'est un peu retombé de ce côté-là. Mais c'est pas le fait que Tolisso soit blessé ou pas. Non, ok, ce que je veux dire, c'est que c'est retombé, si c'était fait les croisés, c'était mieux pour continuer un petit peu à battre le fer. Si c'était fait les croisés, on aurait mis un point en plus. Là, bon, je mets un petit 5 sur 10 parce qu'effectivement, la menace est toujours présente, mais on n'est plus au pic comme il y a 5-6 jours. En fait, on fait un fractionné, là. C'est le football français, c'est du fractionné, et là, on est sur le temps de repos. Moi, je mettrais un petit 6. Vas-y, je t'en prie. Pour aller un peu plus haut que William. Pour parler aussi des beautés de notre foot français, c'est l'élimination de l'OL par Arsenal en Ligue des Champions féminine. C'est vrai. Ce qui était un des rares trucs encore qui nous restait. Qui fonctionnait, exactement. Et elles se sont fait éclaté par 4-1, rousté à domicile par Arsenal, alors, après avoir gagné pourtant le match aller à Londres. Donc ça rajoute un petit point. Voilà, après sur la polémique Stassin, tu l'as dit, il y a Willy Delageau qui a arbitré le week-end suivant. Alexandre Le Texier, qui était l'arbitre du match, qui a été promu par l'UEFA pour être dans la 4e arbitre, ou en tout cas parmi la triplette de Belleville sur le Inter-Bayern, le Inter-Barça des demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà, on continue un peu. L'Europe soutient ce mauvais arbitrage. On est heureux. En fait, on est souvent reconnu au niveau européen, au niveau de l'arbitrage, alors qu'il se passe des trucs dans d'autres championnats. Et par ailleurs, il me semble-t-il que Clément Turpin était également. Alors, je ne sais pas, tu vas parler de l'arbitre. Mais c'est Clément Turpin, c'est ça. Oui, c'est l'arbitre principal. Excuse-moi. Oui, Clément Turpin, effectivement, qui a une cote incroyable en Europe. Le Texier aussi, qui a arbitré Real Arsenal. Et bon, alors je ne sais pas s'il a bien arbitré Real Arsenal. En tout cas, il a arbitré Rudiger qui finit bon, après, il a aussi fini le match de dimanche, donc tu as envie de dire. Alors moi, je suis un peu. Alors, tout le monde dit que c'est rien passé. Alors, si c'est quand même passé un truc assez dramatique pour le foot français, même si pour l'instant c'est un peu tôt, c'est la victoire de Nice au PSG. Alors, c'est moins dramatique. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, que le PSG ne batte pas le record du FC Nantes, parce que ça nous permet toujours de s'accrocher à un passé plus glorieux et de dire c'était mieux avant comme un vieux con. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir ces repères-là. Le record du FC Nantes n'est pas tombé cette année. Donc, ça aurait plutôt tendance à me faire dire que le foot français s'en est bien sorti. En revanche, évidemment, si on voit le à moitié vide, c'est que c'est Nice qui en profite, ce qui veut dire qu'il est possible, dans un futur dystopique qu'on se refuse à imaginer, à savoir la fin du monde, une bombe nucléaire, bref, le réchauffement, que Nice sont avec des champions. Et alors ça nous pose un vrai problème, et donc l'idée même de devoir s'infuser ça, je dirais que ça me fait mettre une grosse note cette semaine, un bon 7 sur 10, parce que quand tu crois que tu es bas, que tu es en train de creuser, tu peux encore creuser plus profond. Oui, parce qu'ils ont été magnifiques cette année en Coupe d'Europe, Nice, avec un total de 1 ou 2 points, ou pas plus en Ligue Europa Conférence. Personne ne regarde, mais avec des équipes qui viennent d'Azerbaïdjan et compagnie. Bon, on ne les voit pas trop en Ligue des Champions, quoi. Oui. Peut-être aussi, on a l'impression qu'on est un peu bas parce que toute l'actu du foot français était comme si on avait été un peu éclipsé par ce qui s'est passé en Espagne samedi soir, où là ça a été. Voilà. C'est vrai que la Ligue des Champions des Cassos l'année prochaine, elle va être pas mal, hein, entre nous en France, l'Espagne. Ça va se bagarrer. Non, mais rien, sinon, non, pas de polémique. L'OM a gagné, donc on n'a pas eu de déclaration tapageuse. Non. Même si le ritiro, comme ils disent en Italie, est encore polémique. Tout à fait. Roberto De Zerbi, ils sont repartis d'ailleurs mardi en Italie pour préparer le prochain match face à Lille. Voilà, il en a mis une petite au journaliste De Zerbi en disant qu'on lui cassait les couilles à poser des questions sur ses mises au vert. À Rome, lui, il a justifié ça par des installations qu'il n'aurait pas en France, dans le Gard, à Toulon. On a visité Saint-Tropez, on ne va pas trouver, tu vas au Sénèque, et puis voilà. Lui, il a trouvé 7 terrains, un hammam, 11 hectares près de Rome. Avec nos impôts. Avec nos impôts, avec l'argent de Franck McCourt. Et Franck McCourt, il est bien gentil. J'espère que sa compta lui a quand même fait passer la facture, parce qu'à mon avis, c'est pas donné cette histoire.
Voilà. Donc il est reparti pour une semaine, peut-être qu'il va repartir encore jusqu'à la fin de la saison. Au moins ça marche pour l'OM, hein. Ils ont gagné 4-1 avec un triplé de ce petit Amine Gouiri, c'est assez sympathique. Je vois qu'on parle de Gouiri un de ces jours d'ailleurs. Eh oui, mais bien sûr, ce sera pour la prochaine. On est bientôt à la fin. Là, je veux juste votre avis sur. Il va prendre combien Rudiger en Espagne, juste comme ça pour sortir un petit peu de la France. Mais... Alors là, il va prendre un peu cher parce qu'il s'est fait opérer. Donc globalement, il a aucune chance de revenir avant le mondial des clubs. Donc la Liga, ils vont en profiter pour dire bon allez, on te donne 10 matchs. De toute façon, tu pourras pas les jouer. Donc en France, il aurait pris 10 ans ferme, non? Parce que oui, possible. Vu la sanction qui était affligée à Fonseca pour avoir parlé à peu près nez à nez comme ça à un arbitre, lui, il a quand même jeté des choses dessus. Mais... Et il m'a cassé la figure également. Et en plus, il s'en est pris à C'est pour ça qu'il devrait prendre notre grand chef. Non, je sais pas est-ce que Rudiger va prendre tant que ça. Moi, je suis pas persuadé parce que c'était une ambiance générale. Alors effectivement, il était dépassé un peu les bornes. Bon, mais ça n'a pas été le seul. Et je pense que l'Espagne, les autorités espagnoles vont effectivement s'arranger avec la blessure. Il a été opéré aujourd'hui, mardi. On va lui mettre 8 matchs et puis il sera quand même suspendu, je pense, en début de saison prochaine pour le symbole. Voilà, parce que ce sera des matchs qui compteront que pour le championnat, donc on ne peut pas faire passer la Coupe du Monde des clubs dessus, à mon avis. Voilà, une petite dizaine de matchs, je pense que quand même ce serait globalement mérité pour l'ensemble de son œuvre. Ouais, 10 matchs, ça me paraît cohérent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, pour cette grande première. Comment on s'est senti ça a été Ouais, c'était bien, c'était pas mal. J'ai bien aimé le Junkie. Ouais. Le Junkie était pas mal, le débat, bon, effectivement, était couru d'avance, mais enfin, ça, qu'est-ce que vous... D'ailleurs, tu rentres comment à Porte de la Chapelle? Allez, on reviendra dans 15 jours, du coup. On fait une bimensuelle, on se retrouvera le mercredi 14 mai. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Antoine qui était en régie. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 20 minutes Arena. Ciao tout le monde, ciao tout à le monde. bientôt. Salut, ciao.